Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Attention, gros zoom. Nous allons prendre la mer ce soir sans prendre l'eau avec notre invité Jean-Marie Biette. Il est journaliste et aussi skipper à 16h. Il vient de faire paraître aux éditions L'Archipel La mer et l'avenir de la France. Et il semblerait que ce soit aussi l'avenir des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique. Et puis en fin d'émission, on vous garantit du dépaysement. Nous irons au Pérou prendre des nouvelles de Charles et Jordan. Vous savez, ce sont nos deux jeunes cyclistes originaires du vignoble nantais qui sont partis faire le tour du monde en tandem et on verra une vidéo de leurs dernières aventures. Mer et tandem, c'est le programme du 18h de Télé Nantes du mardi 24 novembre et ça démarre tout de suite. Il nous rejoint à cette table, Jean-Marie Biette. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'inviter. Vous êtes l'auteur donc de ce livre qui est paru fin octobre, déjà, La mer et l'avenir de la France, paru aux éditions L'Archipel. Vous êtes aussi le secrétaire général du pôle mer de Ouest France, ce qui veut dire que vous dirigez un peu les publications maritimes de Ouest France. Que ce Oui, soit page marine de Ouest France, le marin, voiles et voiliers, chasse-marée. On essaye de donner une cohérence et un groupe maritime à l'intérieur du groupe Ouest France. Vous étiez aussi avant directeur départemental de Ouest France, ici en Loire-Atlantique. Vous connaissez très bien donc notre région, vous êtes toujours installé ici. Avec cet ouvrage, on pense à Jean Ferrat. Bon, moi, j'ai chanté Jean Ferrat toute la journée, La mer et l'avenir de la France, comme la femme était l'avenir de l'homme. Et ça tombe bien, puisque Jean Ferrat aussi ouvre cet ouvrage avec une chanson citée dans le prologue, Raconte-moi la mer. La dernière fois, oui, qu'on vous recevait, c'était pour la biographie de Jean-Marc Ayrault, L'inconnu de Matignon. Et puis là, ce livre sur la mer, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage-là ? En fait, mon éditeur Jean-Daniel Belfond, donc le patron de l'Archipel, souhaitait qu'on refasse un livre. Il était plutôt parti sur de la politique. Et j'en avais pas vraiment envie, pour être honnête. Même s'il y a de la politique un peu à l'intérieur. Même s'il y a de la politique, il y a toujours de la politique dans tout. Mais bref, je me parlais de mes passions. Je vais parler de la mer, bien évidemment, qui est ma passion. Et je faisais part d'une interrogation que j'avais depuis fort longtemps, qui était ce rapport assez contrarié entre les Français et la mer. Pourtant, on est bordé d'océans, que ce soit au nord, à l'ouest, au sud. Mais il y a toujours eu... plus l'outre-mer, évidemment. Plus, bien sûr, l'outre-mer, et surtout l'outre-mer, je dirais. Mais il y a toujours eu un rapport un peu curieux avec des rois, puis des présidents de conseil très terriens. Le fameux Sully qui disait que pâturage et labourage étaient deux mamelles de la France, et l'eau salée beaucoup moins. Donc voilà, j'ai essayé de comprendre pourquoi, et en essayant de comprendre pourquoi, finalement... je me suis rendu compte que la France avait véritablement un vrai trésor, des leviers de croissance tout à fait incroyables, notamment grâce précisément à l'outre-mer. Et j'ai essayé d'enquêter sur tous ces sujets-là. C'est pour ça que ça devient un plaidoyer, quand je dis que le titre est tout sauf un slogan, c'est vrai parce que le titre, il est venu à la fin. Je partais pas du tout pour dire, attention, c'est l'avenir, c'était pas une idée préconçue. Mais finalement, je crois que c'est réellement vrai. D'ailleurs, pas mal de politiques qui l'ont ignoré superbement, commencent à, je crois, comprendre l'intérêt de cette thématique. Alors, vous l'avez dit, c'est vrai que c'est un rapport contrarié quand même entre la France et la mer. Et pourtant, le potentiel est énorme. 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive, qui est justement due aussi au fait de l'outre-mer. C'est le deuxième rang mondial derrière les États-Unis. On le sait que trop peu, finalement. C'est l'économie maritime. Deuxième rang et quasiment avec des atouts supérieurs aux États-Unis, puisqu'ils ont beaucoup de zones glaciaires. Nous, avec les outre-mer, on est présent vraiment, on est les seuls à être présents dans tous les océans, toutes les mers du monde, et dans des zones souvent plus accueillantes et plus riches, notamment en termes minéraux au fin fond des abysses. Et puis, potentiel aussi économique, avec aujourd'hui même un chiffre d'affaires pour l'économie maritime de 69 milliards d'euros, 300 000 emplois directs. Et puis, vous le dites, cette réalité, le 21e siècle, c'est celui de la maritimisation, puisque 90% des échanges passe par la mer. Là, donc on est dans la contradiction entre une économie qui est maritime au niveau mondial et la France qui tourne un peu le dos à la mer. Alors, pas toute la France. Les élites françaises, qu'elles soient politiques, financières, médiatiques, je me mets dedans. Est-ce que je parlais assez de la mer quand j'étais en poste à Nantes ? Sans doute que non. Alors que, effectivement, la mondialisation, qui est une maritimisation depuis fort longtemps,
elle est très présente en France. Le troisième transporteur mondial, il est à Marseille. Il a une tour de 2800 salariés. C'est CMA, CGM. Très souvent, en fait, des initiatives personnelles, privées, des aventures familiales ont fait qu'il y a de très belles aventures. J'allais dire, on est comme une équipe de France avec les meilleurs joueurs, mais on n'a pas de capitaine. Parce que vous prenez on parle de la région. On a un leader mondial juste à côté qui s'appelle Benedetto Giano, et des exemples comme ça, on en a plein. Voilà. Alors vous dites, voilà, ce qui manque, c'est un homme capitaine. Un homme avec un grand H, voilà. En tout cas aussi. Mais si, l'importance aussi de quelqu'un qui impulse une politique. Vous revenez en arrière dans l'histoire en parlant des rôles qu'ont eu des gens comme Richelieu ou Colbert, qui ont eu des rôles déterminants. Mais vous dites, plus récemment, justement, les hommes politiques n'ont pas été à la hauteur des enjeux. Sarkozy non plus. Il y a bien eu un Grenelle de la mer, mais ça a été un petit peu falot au final. Hollande qui a promis un ministère de la mer pendant sa campagne et qui n'a pas tenu promesse. Donc beaucoup d'intentions, mais peu d'action. Je vais dire qu'on a fait un progrès dans les paroles. Il y a deux discours tout à fait remarquables sur finalement l'état des lieux que je dresse aussi dans ce livre, où les politiques sont bien plus durs que moi. Nicolas Sarkozy au Havre en 2009, c'est incroyable son discours, c'est formidable. Sauf qu'il n'y a rien derrière. Enfin, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Et le premier déplacement de François Hollande, candidat à la primaire socialiste, il est à Boulogne-sur-Mer, où il sort le défi maritime français. Bon, c'était un 1er avril, on aurait dû faire attention peut-être, mais puis derrière, il n'y a pas eu grand-chose. Je tiens quand même à la vérité de dire qu'en ce moment, il y a un député qui travaille sur... Dès que ça devient législatif, ça devient plus intéressant. Il s'appelle Arnaud Leroy, c'est un député des Français de l'étranger, un député socialiste, et qui prépare une loi sur l'économie bleue qui, si elle passe en février, si déjà elle est inscrite, s'il n'y a pas trop d'abonnements qui enlèvent tout, sincèrement, ce sera un progrès intéressant. Alors vous dites pourtant qu'à l'Assemblée nationale aussi, il y a eu cette année, en janvier 2015, un débat organisé qui était aussi quelque chose qui devait marquer un tournant, être un moment charnière, et il y avait 13 députés. Ça en dit long aussi de l'intérêt des politiques sur la question. C'est vrai, c'est juste après les attentats de Charlie Hebdo. Mais enfin, quand même, ils étaient très à table, quoi. C'est un symbole qui fait mal, et pourtant avec une très grande qualité de débat. Mais c'est juste incroyable, c'est indigne. Vraiment, là, pour le coup, c'est indigne, quoi. Moi, pour ceux que ça intéresse, on peut retrouver sur YouTube Dailymotion la séance. C'est incroyable, ce vide abyssal. Alors qu'il faut savoir quand même que même faible, l'économie maritime en France, c'est plus que l'automobile, c'est plus que le spatial, c'est plus que tout ça. Et donc on devrait s'y intéresser un peu. Et d'autant plus que là, il y a réellement, enfin on va en reparler, mais il y a réellement des leviers de croissance. Oui, voilà, il y a des leviers de croissance. C'est ce que vous passez aussi en revue chapitre après chapitre, en parlant de construction, de l'industrie navale, de la pêche, des énergies marines renouvelables, les EMR. Et on se rend compte aussi finalement, en parcourant ce livre, que localement, on est plutôt bien lotis. Vous l'avez dit, vous avez parlé de Beneteau en Vendée, mais vous parlez aussi des chantiers de l'Atlantique, des chantiers STX, 42 000 emplois directs, 6e rang mondial. Ça se passe à Saint-Nazaire. Le développement des EMR aussi, ça se passe à Saint-Nazaire. Finalement, on est bien lotis ici, localement. Alors, oui, parce que pour ouvrir les assises de l'économie de la mer d'il y a un an, qui ont eu lieu à Nantes, où on avait invité Manuel Valls, en fait, on a dit que c'était intéressant ici parce que les pays de la Loire et même la Loire-Atlantique Vendée, ce sont une petite France maritime. Tout est représenté. Il y a de tout. Il y a la conchyliculture, il y a la pêche, il y a la construction navale, militaire, civile, construction, industrie nautique, EMR, biotech, recherche. Il y a tout. Il y a des géants et des PME. Il y a un grand port maritime. Oui, il y a un grand port qui plus est Nantes-Saint-Nazaire. Voilà. Et puis il y a toute taille d'entreprises qui sont aussi représentées. En tout cas, moi je trouve qu'ici, parce qu'il faut de l'optimisme, c'est pas la méthode Coué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tellement dans une situation, y compris économique, un peu dépressionnaire, que de dire que ici, on a collectivement eu l'intelligence de mettre en place un écosystème qui va du nouveau technocampus spécialement naval, à côté de celui plus dédié à l'agriculture, je crois que c'est à Bougnay, avec aussi des pépites comme Néopolia, du côté de Saint-Nazaire, qui font que je crois que
vraiment, c'est un petit peu comme dans le numérique. Vous savez, dans le numérique, on se dit s'il y a des bonnes cantines, s'il y a les bons acteurs qui vont... Un bon écosystème. Un bon écosystème. À Nantes, on connaît bien ça. Ouais. Eh bien, ça peut marcher. Et ben là, il y a tout ça, et c'est ça qui me rend plutôt optimiste pour notre région. Je ne serais pas aussi optimiste pour d'autres régions françaises. Ouais. Alors là, on voit des images justement de Technocampus Océan qui se trouve en effet à Bougnay. C'est la Jules Verne Manufacturing Valley. Maintenant, voilà, c'est ça le terme. Oui, l'URT Jules Verne est engagé dans ce processus. Et donc l'idée de ces endroits-là, c'est aussi de mettre en relation la recherche, les entreprises et aussi la formation. C'est aussi une clé de l'avenir pour que les générations actuelles prennent aussi le Bien sûr, train en marche. Parce que justement, la génération actuelle qui nous écoute, il faut qu'elle sache qu'il y a les métiers traditionnels de la mer, il faut les garder, bien entendu. Construction navale, vous avez parlé des chantiers de l'Atlantique STX à Saint-Nazaire. Bon, il y en a bien d'autres, je ne vais pas tous les citer, on a parlé de Beneteau, Jeannot, mais il y a tout l'avenir. J'allais dire que comme pour tout, on ne connaît pas 70% des métiers qui auront trait à la mer demain. Mais on sait dans quel domaine. On sait déjà deux grandes choses. On sait qu'on sera 10 milliards en 2050 et il va falloir nourrir l'humanité et que les protéines à bas coût, le poulet, le cochon, des choses comme ça a ses limites, écologiques aussi, en sécurité alimentaire. Et les Asiatiques savent très bien que les algues peuvent représenter, en accompagnement, ce qu'on veut, quelque chose de très très intéressant et de très sain. La France, à travers ses côtes, mais aussi à travers tous ces domaines, tous nos amis d'outre-mer, a des possibilités immenses de faire, parce que ça se cultive, les algues, quoi. Et donc, il y a ça, mais il y a aussi tout ce qui est santé. Les plus grands professeurs de médecine disent tous que la pharmacie de demain, les remèdes de demain, mais même d'aujourd'hui, ils sont dans la mer. Parce qu'il y a par exemple dans les grands fonds des poissons qui arrivent à vivre 120, 150 ans sans quasiment lumière, sans photosynthèse, sans rien. Ils ont des capacités de régénération, ils ont des choses formidables. Les vers marins, le sang des vers marins transporte 10 fois plus d'oxygène que le sang humain, et ça permet des avancées incroyables. Et là, on est en retard à ce niveau-là, en France, sur les algues, justement, rien que le potentiel des algues et des fonds marins. On est en retard, je vous dirais sur quoi on est en retard, mais réellement sur les start-up, on va dire. Sur les start-up biotech en France, on est très bon. On est très bon. Maintenant, il faudra que la greffe prenne bien, mais réellement, il y a déjà des aventures industrielles qui se passent très très bien. Donc non, on n'est pas en retard. Et puis, et ce qui est optimiste, c'est que tous les jeunes diplômés seront là et n'ont pas forcément envie de partir loin, parce que les entreprises sont déjà basées ici. Alors là, on est peut-être moins bon. On a parlé des EMR, on en parle, et c'est pareil, c'est pas tellement suivi des actes. Est-ce que c'est aussi ces fameuses réglementations françaises, cette lenteur administrative qui fait que même localement, Alstom travaille sur des énergies marines renouvelables, on ne voit toujours pas une éolienne en mer? Alors, pour les EMR, c'est relativement simple. On était premier, en tout cas au moins avec les autres, sur la ligne de départ. 10 ans après, c'est à peu près ça, eh bien on est dernier. Alors, ça, c'est le génie français qu'on peut saluer. Il y a à la fois une part de fanfaronnade, c'est-à-dire que non seulement c'est une obligation européenne de faire de l'énergie renouvelable, et donc du temps effectivement de Jean-Louis Borloo et puis de Grenelle de la mer, on a dit non, on va faire plus que les autres. Bon, très bien. Alors on est complètement à la remorque. En cause, très certainement des délais de recours administratifs trop longs. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il il faut passer outre, parce que ça c'est la catastrophe, et c'est comme ça qu'on fait des désastres écologiques. Mais on peut essayer d'imiter par exemple nos amis canadiens. Je sais que DCNS, l'entreprise DCNS et les anciens arsenaux, qui se diversifient dans les EMR, ont le même programme d'hydroliennes, c'est-à-dire des éoliennes qui sont dans le courant, qui tournent avec le courant des mers. Absolument. On a développé un projet au Canada qui est déjà sorti. Et ça a mis 5 ans. Et donc en France, ça met 10 ans. Voilà. Ouais, on attend encore alors après, voilà. Mais il faut faire quand même attention à se dire qu'il faut des recours administratifs. Il ne faut pas tomber dans l'excès. Non, surtout pas. Ouais. Parce que l'écologie, c'est pas juste une tarte à la crème habituelle pour peindre en verre et pour réussir à vendre parce que c'est pas en verre. Non. L'économie maritime ne marchera que dans un cadre écologique. Sinon, vous irez toujours vers ce qui ira de plus polluant, vers ce qui est de plus low cost, et la France n'y arrivera jamais.
Alors, ça tombe bien de parler d'écologie, d'environnement. On le sait, on est à quelques jours maintenant du démarrage de la COP 21, ce grand sommet sur le climat, la conférence des parties des Nations Unies sur les changements climatiques. L'océan a aussi sa place dans les débats. Alors, elle a rejoint les débats un peu tardivement. Vous le dites aussi dans ce livre. Hein, Ségolène Royal a rajouté l'océan à l'agenda assez tardivement, mais néanmoins, il aura sa place. Et de toute façon, il a sa place, ne serait-ce que par le rôle qu'il joue dans la régulation climatique. Alors, il faut rendre vraiment à César ce qui est à César, c'est-à-dire, d'ailleurs, je crois que beaucoup de Nantais sont allés voir l'expédition Tara et son bateau sur le port de Nantes. Son président, Romain Troublé, a initié, en tout cas, il fait partie des forces de proposition pour une association qui s'appelle Climat et Océan, qui a imposé ce thème océanique à la COP 21 qui, depuis, avec tous les pays, des chercheurs de tous les pays du monde, des explorateurs, veulent imposer ça. Et d'ailleurs, il y a une très belle exposition que je suis allé voir à Paris. Il faut y aller. C'est ouvert, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est au pied du pont Alexandre III. C'est en face de Tara. Ça s'appelle le pavillon Climat-Océan. Et là, ça raconte très bien cette affaire. C'est ça, en fait, pour faire relativement simple, vous n'aurez pas de terre en bonne santé sans océan en bonne santé. C'est totalement impossible parce que quelques données de base. On parle beaucoup de réchauffement de l'atmosphère, la température. Il faut savoir que l'océan absorbe 90% de ce réchauffement. Donc c'est l'océan qui subit ça. Et en subissant ça, ça va poser divers problèmes. On peut en parler après si vous voulez. Il y a la hausse du niveau des mers, donc il peut y avoir des conséquences pour certaines régions d'ici, mais aussi du globe. Il y a également l'acidification. L'acidification qui s'attaque aux coraux, qui s'attaque même à nos huîtres, tout ce qui est calcaire. Et donc voilà, ça va faire deux choses. Et puis un changement de climat important et des migrations d'espèces. C'est-à-dire qu'on trouve les maquereaux français se retrouvent maintenant en Irlande, les morues portugaises se retrouvent en face du Finistère. Donc il y a vraiment beaucoup de bouleversements. Et on peut atteindre quand même cette croissance bleue que vous appelez aussi de vos voeux, de ces leviers de croissance, sans finalement nuire à ce qui produit cette richesse qu'est l'océan. Est-ce qu'on peut à la fois développer l'industrie navale, la construction navale, sans nuire à l'océan, et puis pareil, développer la pêche sans nuire à l'océan? Il y a quand même une histoire d'équilibre à trouver pour que cette croissance bleue soit aussi un peu verte. Oui, c'est capital ce que vous dites. C'est capital, mais c'est obligatoire. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, sincèrement, nous, Européens, si on développe un modèle low cost et sale, on trouvera toujours plus low cost et toujours plus sale. Si on veut jouer un rôle de leader et montrer qu'en étant vertueux, ça peut marcher, bien c'est cette voie-là qu'il faut emprunter. Moi, je pense sincèrement qu'il y a très peu de danger. C'est-à-dire qu'il y a deux modèles. Celui de la jungle, on l'a beaucoup utilisé sur Terre, la jungle dans le mauvais sens du terme. Et puis, un modèle plus vertueux qui voudrait que, par exemple, dans le livre, je parle des futures richesses qu'on va aller chercher au fond des mers. Donc, qui dit aller chercher au fond des mers, dit forage. Tous les minerais qui sont nécessaires à l'économie numérique, les smartphones, et puis on n'a pas fini, je pense, avec tablettes et smartphones. Pour l'instant, c'est produit uniquement, quasiment en Chine. Et donc, on a ça dans le fond des océans, et on sait aller les chercher. Maintenant, il y a des techniques de forage. Soit vous faites ça selon des règles environnementales et sécuritaires bien précises, que vous imposez après la planète entière, soit vous faites ça comme des sagouins, et là, il y a de la pollution. Soit vous faites ça comme les grandes multinationales pétrolières ont fait dans le golfe du Mexique, et c'est une catastrophe. Des forages qui explosent avec des marées noires au fond d'un golfe dont un territoire comme la France est mort, où il n'y a plus rien. Soit on travaille plus proprement. Sincèrement, pour connaître beaucoup d'acteurs du maritime, et c'est pas comment dirais-je, je pense pas, y compris par cynisme, je ne dis pas qu'ils le sont, mais y compris par cynisme, ils auraient intérêt à le faire. À protéger la ressource. Absolument. Exactement. Un petit mot aussi, alors en dehors de ce livre, vous avez aussi une autre casquette. Vous pilotez un projet qui s'appelle The Bridge, en bon français. Oui. Ça veut dire le pont. C'est un projet qui devrait voir le jour en 2017, qui va voir le jour en 2017, qui mêle à la fois la célébration du centenaire de l'arrivée des Américains en Europe pendant la Première Guerre, qui mêle les paquebots, le Queen Mary, qui mêle les trimarans. C'est quoi ce projet fou?
c'est pas moi qui le pilote, c'est Damien Grimont. Alors, Damien Grimont, il est connu ici à Nantes pour organiser la Solidaire du chocolat. C'est aussi un ingénieur. C'est quelqu'un qui crée tous les ans aussi le record SNSM. C'est un navigateur, il a gagné la Mini Transat. Et c'est quelqu'un qui a 2 idées géniales par seconde. Donc il est un peu dur à suivre. Mais là, il y avait cette idée de faire, entre guillemets, un super record SNSM entre Saint-Nazaire et New York. Et puis petit à petit, voilà, en parlant, on s'est dit, c'est la bonne occasion de faire ça avec le Queen Mary, parce qu'il est jamais... Avec le drame de la passerelle, en fait, le Queen Mary n'est jamais revenu là où il a été construit à Saint-Nazaire, et ce serait, tout en respectant la douleur des familles touchées, ça permettrait de faire enfin la fête au Queen Mary. Et puis est venu par là, on s'est rendu compte que le basket est arrivé avec les Américains. On en a parlé à Tony Parker, qui trouve ça génial. Qui a un bon pont aussi entre les États-Unis et l'Europe. Qui, pour une somme dérisoire, est notre parrain, il en parle partout et tout. Et donc, voilà, on commence à... Il y a une présentation officielle faite par au ministère de la Défense par Jean-Yves Le Drian. Les marines du monde entier veulent bien participer. C'est une idée, c'est sympa, parce que c'est une idée un peu folle, qui monte. Et voilà. Qui devient concrète, là. Et qui devient concrète, parce qu'on a la date du départ. Le port de Saint-Nazaire a déjà prévu de mettre le Queen Mary dans la forme Joubert à Saint-Nazaire. Non, ça va être formidable, avec Tony Parker qui fera un petit match de basket en bas. Voilà, je pense qu'on va bien s'amuser. À noter déjà dans les agendas, le 24 juin 2017. Et puis il y a un site internet qui existe déjà pour en savoir plus sur ce projet. Avant de se quitter, on a beaucoup parlé de la mer, on va parler du vélo maintenant, puisque nous suivons régulièrement dans cette émission deux jeunes hommes, Charles et Jordan. Ils sont plutôt épatants, ils sont originaires du vignoble nantais, ils sont partis il y a 1 an et demi faire le tour du monde en tandem. Voilà, et on donne régulièrement quelle idée saugrenue aussi. Non, quelle idée de quitter le vignoble. pour revenir. On les avait laissés la dernière fois, ils étaient en Bolivie et là ils sont en Pérou. Ils nous ont envoyé une petite vidéo. En tout cas, bravo à eux parce que leurs vidéos sont toujours de plus en plus réussies. Alors, ils ont laissé de côté les vélos cette fois. Ils sont montés à bord d'une pirogue pour quelques jours. Ils ont acheté une pirogue pour traverser la jungle amazonienne. 12 jours de pagaie, 550 km de navigation. Alors, il y aura aussi la jungle, mais il y a aussi la jungle des cheveux, parce qu'ils se lancent le défi de se laisser pousser les cheveux. Spéciale mention aux dreadlocks de Jordan. Voilà la vidéo où il y a des plongeons, des dauphins, des moustiques et des beaux couchers de soleil. Regardez. Il est 7h du matin, il fait déjà 38 degrés. Du coup, on s'est baigné déjà 5-6 fois. Bon, aujourd'hui c'est incroyable ce qui nous arrive. Il y a des dauphins qui sont en train de nous suivre. Voilà, encore une journée magnifique qui se termine et bien tranquille. Ça fait une semaine qu'on navigue, on n'a eu qu'un jour de pluie. Et là, ce soir, on s'est trouvé encore un endroit parfait pour camper sur une petite plage. Là, on va camper en haut. On a tout installé déjà. On a fini de manger. Ce soir à 18h, on a de nombreux invités qui vont nous rendre visite. Ils sont très ponctuels. Ils sont très ponctuels, c'est nos amis les moustiques. Très intimes aussi d'ailleurs. Ouais. C'est parti! Mau ke pakai duit kan? Kasih bantuan sih. Voilà, et vous aurez remarqué, ils sont 3 dorénavant. Ils sont aussi, le tandem est devenu un tridème avec Valentin. Et ils vont bientôt quitter l'Amérique latine. Ils partent le 24 décembre de Lima pour arriver le 26 décembre à Bangkok, en Thaïlande. Voilà, c'était la breaking news du soir. Leurs aventures, c'est sur leur page Facebook et leur page YouTube. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre invité d'avoir été avec nous. À demain.